Charles Baudelaire. Ça sent bon l'absinthe, le hashish, le scandale, la maison close. Ça sent le Paris poisseux et les paradis artificiels. Ça sent la décadence urbaine et l'aube de la modernité. Charles Baudelaire, ça sent bon la puanteur du 19e industriel et l'ambroisie post-romantique. C'est aussi la vermine, sauvée par ses vers. C'est la misère et le luxe, le spleen et l'espérance, l'or et le soufre. C'est une charogne et l'albatros, c'est le serpent qui danse et le vieux saltimbanque. C'est l'harmonie du soir et les litanies de Satan. C'est l'une des plumes parmi les plus talentueuses de notre histoire et c'est aussi mon poète préféré. Alors laissez-moi vous présenter 10 anecdotes sur cet auteur à la fois célèbre et mal connu. Générique. Alors là, Non, parce qu'il y a quelqu'un qui... anecdote géniale. Anecdote Non, juste, voilà, géniale. comptez 31, voilà. Pardon, je veux pas la survendre, mais anecdote géniale. Les écrivains sont de drôles de zig. Quand j'ai écrit cette vidéo, j'ai vite été confronté à un gros problème. J'avais beaucoup trop de choses à vous dire. Je propose donc non pas un, non pas deux, mais bien 3 épisodes de l'anecdote sur Charles Baudelaire. L'épisode que vous êtes en train de regarder concerne avant tout la vie du poète. Un prochain portera davantage sur son œuvre, et le 3e sera un épisode spécial sur Baudelaire et les femmes, qui sera mémorable. Alors pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ne perdons pas plus de temps et attaquons avec la première anecdote. Pour commencer cet épisode, parlons un peu des origines de Baudelaire. Pour reprendre l'expression de Paul Pagnol, c'est un enfant de vieux. François Baudelaire, le père de Charles, épouse à la fin de sa vie, alors qu'il a 60 ans, la jeune et jolie Caroline, qui en a alors 26. De leur union naît en 1821 Charles, notre Charlot, dont nous allons parler tout au long de la vidéo. François Baudelaire va naturellement mourir assez vite, alors que le petit Charles n'a pas encore 6 ans. Il n'aura donc pas beaucoup connu son père, mais ce dernier a profondément marqué, consciemment ou non, l'œuvre de son fils. On a finalement assez peu de certitudes sur François, même si beaucoup de choses ont été dites sur son compte. Parmi les choses sûres, on sait que c'est d'abord un homme du XVIIIe siècle, riche, bourgeois et peintre amateur, que Charles jugera d'ailleurs a posteriori assez peu talentueux. Néanmoins, le plus intéressant n'est sûrement pas là. On raconte qu'il aurait été prêtre, puis se serait défroqué à la Révolution. Si c'est une idée couramment admise, je laisse le conditionnel parce que des biographes de Baudelaire ont de gros doutes concernant le sacerdoce de François. De cette figure paternelle lointaine, dans ses souvenirs, resteront pour Charles un goût pour l'art, des tourments moraux et spirituels contre lesquels il luttera toute sa vie, et un amour déraisonnable pour sa mère, désormais veuve. Mais ça, on y reviendra dans les prochains épisodes. Le premier grand drame de la vie de Baudelaire est que sa mère va combler le vide laissé par la mort de son mari, plus vite qu'il ne l'aurait espéré. La veuve Caroline Baudelaire est encore jeune et toujours jolie. L'année qui suit la mort de son mari, elle épouse le chef de bataillon Jacques Opic. Ce nouveau père, qui arrive avec un demi-frère pour Charles, Alphonse, va au début être apprécié par le futur poète, mais ça ne durera qu'un temps. Perçu comme l'homme qui va s'interposer entre lui et sa chère mère, des tensions vont rapidement apparaître entre les deux hommes. Opic est un homme de devoir et de carrière. Tour à tour général, gouverneur de Paris, ambassadeur, sénateur, on fait difficilement plus éloigné de ce beau-fils étrange qui l'embarrasse un peu. Lors d'une réunion familiale, Charles l'attrapera par le col en lui lançant « Monsieur, je vais avoir le plaisir de vous étrangler ». L'ambiance est déjà pas ouf, mais lorsque la Révolution éclate en 1848, Charles prend part au mouvement et monte sur les barricades. Armé d'un fusil, on l'entend même hurler sur l'une d'entre elles « Tous sur le général Opic! Mort au général Opic !» Donc la cordialité et la bonne entente ne sont pas au rendez-vous dans la famille. En 1839, Baudelaire est exclu du lycée Louis-le-Grand pour mauvais comportement, mais il obtient son bac la même année. Son beau-père veut qu'il fasse des études pour devenir attaché d'ambassade, mais Charles fréquente plus volontiers ses amis artistes, poètes et prostituées dans les troquets et les bordels parisiens que les bancs de la fac de droit. Désespéré, le général Opic veut frapper fort pour recadrer son dandy dépravé de beau-fils, et l'embarque de force sur un bateau direction Calcutta. Charles ne verra jamais l'Inde et s'arrêtera à la Réunion après quelques semaines à l'île Maurice, ce pays parfumé que le soleil caresse. Le capitaine du bateau racontera que le jeune Charles passait le plus clair de son temps à bord à choquer volontairement les autres passagers, mais qu'il a fait preuve d'un grand courage lorsqu'une tempête a dématé le navire. Son bref séjour dans l'océan Indien va profondément marquer Charles Baudelaire. Ces îles paradisiaques forgeront dans sa mémoire les images exotiques qu'il utilisera plus tard pour parler de cet ailleurs fantasmé,
idéaliser ce paradis perdu inaccessible. À son retour, dès qu'il atteint la majorité, il hérite de la fortune de son père. Il en dilapidera près de la moitié en seulement 18 mois. Sa famille place alors le reste de sa fortune sous l'autorité d'un tuteur qui ne lui remettra jusqu'à sa mort que 200 francs par mois. Après le luxe, bonjour la misère. Pour maintenir son mode de vie, Charles contracte énormément de dettes et se voit obligé de déménager constamment, près de 40 fois, pour échapper à ses créanciers. Ce vagabondage épuisant le mènera à côtoyer plusieurs quartiers de la capitale qu'il magnifiera dans la section tableau parisien des Fleurs du Mal. Opic est donc indirectement ou directement la cause de beaucoup des malheurs de Charles Baudelaire. Il le détestera tout au long de sa vie. Si vous allez au cimetière Montparnasse à Paris et que vous vous rendez sur la tombe de Charles Baudelaire, vous aurez une petite surprise. Ironie du sort, le poète a été inhumé dans le caveau familial, dans lequel repose également son beau-père détesté, le général Opic. Il a maintenant l'éternité pour lui cracher dessus. Cette anecdote a bien surpris mon ami le troubadour des internets quand il est venu tourner le dernier épisode d'Interro Surprise. Mais le montage ne m'a pas permis de revenir plus en détail sur cette anecdote. Baudelaire a bel et bien eu les cheveux verts. Laissez-moi vous raconter la scène. Notre bon Charlot a toujours eu un certain goût pour la provocation et il adorait surprendre et choquer les gens. Pas seulement dans ses œuvres, mais aussi IRL. Ceux qui le connaissaient bien s'amusaient à ne pas réagir, ce qui agaçait passablement le dandy extravagant et a donné lieu à des scènes un peu surréalistes. Un jour, par exemple, il s'est présenté chez l'écrivain Maxime Ducamp, avec les cheveux verts. Et ça s'est en gros passé comme ça. Vous ne remarquez rien d'anormal en moi? Mais non. Cependant, j'ai les cheveux verts, et ça n'est pas commun. Vous savez, Charles, tout le monde a plus ou moins les cheveux verts. Si les vôtres avaient été bleus de ciel, peut-être que là j'aurais été surpris. Furieux et honteux, Baudelaire a alors quitté la pièce en claquant la porte. Il n'y a rien de pire pour un provocateur que l'indifférence des autres. Celle-ci est bien, et je pense que certains l'attendaient. Qu'aurait pu répondre Baudelaire s'il avait subi l'interview sandwich de Combini? Eh bien, je pense que vous auriez été déçus. Oui, Baudelaire consommait du hashish, quotidiennement même, à certaines périodes de sa vie. Cependant, il n'était pas du genre à enchaîner les pilons comme Lorenzo. Mais vous fumez, monsieur? Je m'explique. Il consommait cette drogue à la façon de son époque, c'est-à-dire sous la forme d'une confiture verte qu'on ingérait et qu'on appelait le dawamesque. Il venait même en ami au club des hashichins, où se retrouvaient notamment Théophile Gautier, Balzac, Nerval, Flaubert, Delacroix, Hugo, bref, que du beau monde. Lors de ces rencontres qui avaient lieu sur l'île Saint-Louis, et que nos joyeux artistes appelaient les Fantasias, ils ingéraient du dawamesque pour expérimenter ses effets sur leur corps et surtout sur leur esprit. Le tout sur la surveillance d'un médecin pour éviter que l'un d'entre eux se fasse du mal. Baudelaire était loin d'être le plus gros consommateur de la bande, et par ailleurs, il n'était pas franchement fan de cette résine de cannabis qu'il jugeait dangereuse notamment pour l'addiction qu'elle implique. Il écrit « Celui qui a besoin de poison pour penser ne pourra bientôt plus penser sans poison ». Ce qui l'inquiète peut-être plus encore, c'est la perte de volonté qu'implique sa consommation. Dans Les Paradis artificiels, il écrit même « S'il existait un gouvernement qui eût intérêt à corrompre ses gouvernés, il n'aurait qu'à encourager l'usage du hashish ». On est assez loin de l'image qu'on se fait souvent de Baudelaire. En revanche, il consommait de l'opium. Beaucoup d'après ses dires, mais on sait qu'il avait parfois tendance à exagérer pour soigner son image de poète sulfureux et d'artiste décadent. Néanmoins, on est sûr qu'un médecin lui en avait prescrit pour apaiser ses douleurs intestinales dues à la syphilis qu'il avait contractée jeune auprès de la fameuse Sarah Lalouchette. L'addiction a pris le dessus sur le traitement et sa consommation d'opium est largement sortie de ce cadre médical. Essayant à plusieurs reprises de réduire sa consommation, il n'est jamais parvenu à se sevrer totalement et consommera de l'opium jusqu'à la fin de sa vie. Là encore, on se représente assez mal comment il se dopait. Il ne le fumait pas dans un bar à chicha, mais prenait de l'opium sous forme de gouttes qu'il mélangeait à de l'alcool et qu'on appelait le laudanum. Une fois encore, même si elles se fondent sur des faits bien réels, la réputation de Baudelaire dépasse largement la réalité. En 1866, alors qu'il visite l'église Saint-Loup à Namur, Baudelaire rate une marche et s'effondre en criant le juron « Crénon ».
il ne se relèvera plus. La syphilis, l'opium, la misère, peut-être tout ça à la fois, ont fini par avoir raison de lui. Hospitalisé puis rapatrié à la demande de sa mère, il est hémiplégique et n'est plus capable de parler. Le seul mot qu'il parviendra à articuler jusqu'à sa mort l'année suivante, à l'âge de 46 ans, sera ce même juron, comme une ultime provocation aux vivants, comme un dernier pied de nez face au destin. Crénon. Est-ce qu'on a tout dit? Bien sûr que non. Impossible de faire rentrer la biographie d'un homme pareil en 10 anecdotes, même si j'ai fait de mon mieux pour vous donner un maximum d'infos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez d'autres anecdotes savoureuses sur Baudelaire et si certaines vous ont surpris. Je vous garantis que vous n'êtes pas au bout de vos surprises puisque dans les 2 prochains épisodes, il y aura aussi du très lourd. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et partagez-la. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de m'encourager. On se retrouve bientôt sur YouTube ou sur Twitch. Ciao tout le monde!